Le monde a changé. Je le vois dans l'eau, je le sens dans l'air, je le ressens dans la terre. Et dans le monde du travail devenu vivable et désirable. Tout commença quand le bonheur rentable fut inventé. Et que 8 hommes et femmes atypiques que l'on considérait fêlés prirent conscience de leurs responsabilités. Ils s'unirent pour montrer au monde qu'un chemin de collaboration était possible et que l'opposition bonheur et argent n'était pas une fatalité. La constellation des fêlés se mit alors en quête d'écrire une nouvelle page et à travers leurs histoires répandirent humanité et prospérité. Ils ajoutèrent ainsi chaleur dans le cœur et dans le logis des entrepreneurs, activant la spirale de conscience et de transformation. Ils marquèrent ainsi le début d'un nouvel âge. Ce podcast est le récit de leurs explorations et de leurs épopées. Bonjour et bienvenue dans Happy Podcast. Je suis Valérie Delande, producteur d'entrepreneurs fêlés. Pourquoi fêlés ? Parce que les fêlures laissent passer la lumière et portent en elles un extraordinaire pouvoir de transformation. Nous sommes toujours en compagnie de Nicolas Brouk, fondateur de la Fondation d'utilité publique E2C, Ensemble en chemin, et de l'association The Synergist. Je rappelle que le 4e épisode sera relayé du 15 au 21 mars par le Podcaston, un événement caritatif qui permet à des milliers de podcasts du monde entier de promouvoir l'engagement associatif. Mais pour le moment, dans cet épisode, nous allons découvrir comment Nicolas a transformé sa fêlure en lumière. Bonjour Nicolas. Je rappelle que les 2 premiers épisodes ont été consacrés à ton capital identitaire, ce que tu as construit dans ta première vie. Ensuite, il y a eu l'impact de l'arrivée de ton fils Hugo, qui est né avec une paralysie cérébrale, qui a bouleversé évidemment tous les paradigmes. Aujourd'hui, je te propose de mettre la lumière, on en parlait dans le dernier épisode, à la fin, sur ton capital humanitaire, c'est-à-dire ce que tu as fait justement de ta vie d'avant et de cette fêlure. Car tu as mis donc ton identité et ton expérience de vie au service de la recherche dans le domaine de la santé et au service des porteurs d'une infirmité motrice cérébrale avec la fondation E2C, Ensemble en chemin, dont on parlera la prochaine fois. Cette fois-ci, je vais te proposer de commencer par la santé, qui est la suite logique de ton parcours. Et tu as créé et développé donc The Synergist pour faciliter le développement de programmes de recherche internationaux qui sont co-créés. On retrouve bien le collaboratif avec des plateformes donc multipartites et collaboratives. Alors Nicolas, comment est née cette idée ? Alors, comme on a discuté dans les épisodes précédents, d'une part, j'ai moi cette idée que les problèmes de société sont complexes et on doit pouvoir les gérer ensemble, et pour ce fait, il faut travailler ensemble. Et puis, j'ai ce qui se passe dans ma famille qui me met face à un système de santé complètement difficile à naviguer du point de vue de la famille, des parents et de l'aidant que je suis à la maison. Et donc, je suis dans mes projets professionnels et il y a ces 2 types de projets professionnels que j'aime beaucoup qui sont sur faire collaborer l'industrie, les lobbies, les différentes associations sur des sujets de société donnés. J'ai travaillé sur les pesticides, j'ai travaillé sur les vaccins, avec cette notion de ne pas juste prendre le parti d'un côté du débat, mais de mettre tout le monde autour de la table. Et donc cette idée-là, c'est vraiment celle qui devient le synergiste par la suite. C'est le trait d'union de tout. Exactement. Et là, tu es encore dans une agence. Je suis dans une agence digitale ou consultance digitale. Et donc, on s'occupe beaucoup de toutes ces questions. Toute une partie de l'activité est autour de ces institutions européennes et ces débats de société. Et donc, j'ai ce moment très clair où j'ai aussi l'autre partie des activités où c'est un briefing d'une boîte chimique pour vendre plus de plastique à l'automobile. Ah oui, et là, dans un beau cette débat réunion, de société. Je me souviens très bien avoir joué mon rôle. J'étais CEO à l'époque, je prends le briefing et je joue mon rôle, mais intérieurement, je me dis, là, c'est fini. C'est vraiment aujourd'hui que ça se termine. Et donc, c'est décidé. La décision est prise dans ma tête, je change. Et j'essaie de former, mais quelle va être cette version suivante de ces collaborations ? Et donc, c'est le synergiste. Il y a beaucoup de choses qui se précipitent. Donc déjà, j'ai cette
pression intérieure, cette envie d'aller vers quelque chose d'impactant et de Qui a du sens. significatif, qui a du sens. Derrière ça, je fais quelques rencontres que j'avais semées pas mal de choses, j'avais été assez ouvert. Et donc, à un certain moment, se trouve l'opportunité d'aller vers des projets plus larges que la communication et en collaboration. Et donc, je fonde cette association. Avec un premier Synergiste. labo, en fait. Une première mission, un premier labo. Oui, tout à fait. Donc, c'est un labo, c'est UCB qui... Pas le dernier. Hein. Non, tout à fait. Et ces rencontres, c'est des rencontres de personnes. Je pense qu'il faut vraiment insister sur ça. On parle souvent d'organisation, mais à chaque fois, c'est des personnes qui ont... C'est des rencontres de personnes. Et donc, je rencontre cette personne, Laude de Wulf, et on travaille sur le problème de la femme enceinte et la médication durant la grossesse, avant et durant la grossesse, pour laquelle, en fait, il y a une grande hypocrisie du système, puisqu'on dit « demandez à votre médecin sur la notice », mais le médecin, en fait, n'a pas plus d'informations, éventuellement de l'expérience, mais il n'y a pas de données médicales de santé. C'est devenu un tabou, dû à des problèmes antérieurs que je ne vais pas développer ici. C'est un tabou, et donc le système, non seulement n'a pas d'informations, mais fait tout pour ne pas créer ces informations, ces données de santé. Et donc l'idée, c'est vraiment de travailler avec les représentants des infirmières, avec les représentants de la santé féminine du côté plutôt patient, avec l'industrie pharmaceutique et les régulateurs sur cette question. Comment pouvons-nous générer des données scientifiques pour pouvoir enfin informer les femmes dans l'ensemble sur l'impact potentiel d'un médicament ou d'une maladie sur une grossesse actuelle ou future. Et donc, on travaille là-dessus, mais très très vite aussi, j'ai Sanofi, avec qui je suis déjà en contact, qui va lancer un nouveau vaccin et qui se rend compte que son vaccin a une efficacité donnée, mais qui fait que dans l'implémentation de campagnes de vaccination, ça ne permettra pas, avec le vaccin uniquement, d'éradiquer la dengue ou de stopper une épidémie. Ce sera la combinaison de toute une série d'activités qui sont de la prévention, enfin tout ce qui va autour pour essayer de combattre la dengue. Et tout ça doit être coordonné. Or, il n'y a personne pour coordonner cet effort parce qu'il y a des pesticides pour les moustiques, il y a des filets pour mettre autour du lit des enfants, il y a toutes les techniques de prévention, il y a tout, enfin, toute cette lutte contre, en fait, est complètement fragmentée. Et donc, le Sanofi vient avec cette idée, créons cette association de forces, de gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, des secteurs complètement différents, des régions très différentes aussi, et essayons de tous se mettre autour de la table pour coordonner nos efforts. Wow. Et donc là, c'est vraiment l'idée source du synergiste. Une intention. Comment on peut passer de cette approche insulaire des choses. Ouais. On a toujours besoin, on a besoin de petites innovations verticales, d'un médicament, d'une campagne d'information, mais comment est-ce qu'on peut passer de tous ces efforts insulaires à un effort coordonné pour finalement faire face à des problèmes de société de manière sociétale. Bien sûr. Tant qu'on n'arrive pas à coordonner tous ces efforts, en fait, on a des activités insulaires qui auront un impact insulaire ou fragmenté sur le problème grosse social. difficulté, enfin, j'imagine, en tout cas quand on parle en plus de laboratoires pharmaceutiques, c'est quand même les imbrications, on va dire, de ces laboratoires avec justement des intentions qui sont plus insulaires d'une façon générale que impact général et sociétal. Donc là, il faut vraiment, comme tu l'as dit, trouver des hommes, des femmes, enfin des porteurs de projets qui ont cette intention d'élargir et qui arrivent à emmener avec eux les personnes aussi dans leur propre organisation. Parce qu'il faut aussi un feu vert, il faut aussi une autorité quelque part qui accepte de rentrer dans quelque chose qui est totalement innovant là. Complètement. Donc ça, c'est un point hyper important que tu es en train de souligner. Je reviens sur les rencontres. Et donc, dans ces boîtes pharmaceutiques, chez les régulateurs, je parle beaucoup de l'industrie, mais c'est la même chose chez les régulateurs, chez le législateur, dans tous ces domaines de la santé.
la plupart des gens sont concentrés sur leur mission. C'est le mandat de leur organisation. On va réguler, on va faire les lois, et ainsi de suite. Leur intérêt. Et donc, l'agenda de collaborer, c'est jamais la priorité. Mm. Alors, tout le monde se dit c'est bien de collaborer et tout le monde a une notion de ce que c'est la collaboration, mais qui est en charge de ça? C'est le synergiste qui vient et qui devient la seule organisation autour de la table dédiée au succès d'une collaboration donnée. Qui est une association. Hein. Le synergiste est donc une association. Oui, vraiment, pour moi, c'était important de ne pas construire ça comme une consultance qui offre des services et qui, au bout du compte, n'est pas impliqué. Le client arrête de payer, le projet s'arrête. Le client est un côté de l'équation, le client influence la décision. Et donc, pour moi, c'était très important de construire le synergiste. Non, le synergiste va avoir autour de la table son rôle à part entière, de coordonner. Et donc, on dit toujours qu'on ne fait pas du leading from the front, mais we lead from behind, parce que notre rôle n'est pas de prendre des décisions. Nous, on n'a pas d'expertise, ni en santé maternelle, ni dans la dengue ou la vaccination. Par contre, dans le collaboratif. Dans le collaboratif. Et ça, c'est notre rôle. C'est ce qu'on apporte. Mais il fallait que ce soit un rôle qui n'est pas au service d'un ou de plusieurs partenaires, mais qu'on soit égaux autour de la table avec ce rôle-là. Un rôle très précis. Sanofi faisait ses vaccins, nous, on coordonne. Il y avait d'autres organisations qui s'occupaient de l'impact ou des campagnes au Sri Lanka, par exemple. Et donc, c'est vraiment cette idée-là qui a un rôle dédié à la collaboration. Et comment on va chercher justement cette société au Sri Lanka ou autre, hein, comment le groupe finalement se forme? Alors, le groupe se forme justement parce qu'au contact, on doit identifier ce que nous on appelle les contreparties du synergisme dans ces grosses organisations. Souvent, on parle d'organisations gouvernementales, de boîtes pharmaceutiques, d'institutions, les institutions européennes. Donc, c'est beaucoup de monde qui, dans ces organisations, va pouvoir comprendre l'importance de cette collaboration à l'extérieur et investir assez de ressources. Parce que sinon, il y a toujours un boss ou une règle qui dit « je dois faire ceci en priorité et je mets la collaboration derrière ». Donc, je cherche les synergistes chez UCB, chez Sanofi. Souvent aussi, c'est eux qui viennent vers moi. Ils sont à la recherche pour faire fonctionner ce qu'ils ont en tête d'un partenaire qui va les aider à cette collaboration. Donc, c'est une rencontre. Ce n'est pas juste moi qui vais les chercher. C'est eux aussi qui viennent aux synergistes. Et donc, avec ces individus, ils font le pont avec leur organisation et on peut commencer cette collaboration. Et donc, encore aujourd'hui, on est une équipe de plus ou moins 35 personnes, avec une partie sur Bruxelles, mais une partie dans le monde entier. On a une équipe au Canada, on a une équipe en Espagne, en Hollande. Qui sont les relais du synergiste, en fait, en local, qui font partie de l'association? Ils font partie intégrante du synergiste. Et alors, la plupart du temps, ils n'ont pas nécessairement un rôle local. C'est le travail moderne en remote working. Donc, au Canada, ils ont bien sûr quelques ponts spécifiques au Canada, mais ils sont toujours dans des rôles globaux. Notre activité est la plupart du temps globale, avec des pilotes au niveau local en Espagne, au Sri Lanka, je pense. Et comment on gère la langue, là, du coup? C'est de l'anglais partout? Ça suffit ou... Alors, c'est énormément... Donc, au niveau de la collaboration internationale, ça va être l'anglais, avec très peu de... Il n'y a pas de discussion sur ce sujet-là. Ça fonctionne. Ça fonctionne très, très bien. Tout le monde parle anglais. Ce qui pose toujours problème à tous les niveaux, c'est l'implémentation au niveau local. Donc, on arrive toujours à faire des projets qui ont une vision globale, qui ont des outils, une stratégie et des moyens en anglais. Et donc, comment les trouver du coup? L'association de patients au Congo, au Kenya. Oui. Là encore, l'anglais ne va pas être trop difficile, mais il y a d'autres pays où c'est beaucoup plus difficile. Et donc là, pour avoir un impact qui passe de l'aspect global à l'aspect le coin, dans mon quartier, avoir les solutions, ça c'est toujours... Et oui, parce que là, on doit descendre au niveau de la culture locale. On pense global, mais après, on est dans la culture locale et il y a toujours des subtilités aussi qui doivent être comprises et adaptées. Enfin, j'imagine en tout cas que lorsqu'on est un Think Global, Act Local, hein, c'est bien connu, mais ça nécessite des relais évidemment qui sont vraiment là dans le pays, forcément.
Et donc une grosse partie de notre travail, justement, c'est de travailler l'aspect communauté. Mm. Donc nos projets, on essaie vraiment de connecter cette communauté. Donc le synergiste aujourd'hui, c'est ces 35 personnes, mais c'est aussi une méthode et des outils C'est ce que j'allais dire, c'est un euh, process en fait. avec une combinaison d'activités en personne. Donc par exemple, notre plus gros projet qui est sur le patient engagement. Donc l'idée du patient engagement, c'est de dire que les systèmes de santé au sens très large, donc que ce soit pour développer des technologies digitales de la santé, des médicaments, mais aussi pour développer l'accès à un hôpital, demander le feedback aux patients, tout ça, on ne s'en rend pas compte, mais énormément de décisions sont prises sans demander le point de vue du patient. Donc c'est comme ça dans le cancer qu'on s'est concentré très longtemps sur la durée de vie, mais que en fait, les patients de plus en plus ont exprimé, mais vivre 6 mois de plus comme ça ne m'intéresse pas, Mm. travailler plutôt sur la qualité de ma vie les mois Mm. d'avant. Ouais. Et donc, il y a énormément d'exemples comme ça. Et donc, en tout cas, dans le développement du médicament sur les 5-10 dernières années, il y a une accélération très, très importante de l'importance de la voix du patient, pas seulement pour donner le feedback après, mais pour aider à la conception, pour expliciter les besoins. Parce que voilà, jusqu'à présent, on comptait beaucoup sur les docteurs qui ont leur compréhension médicale de la vie du patient, mais sur la qualité de vie, sur l'expérience que les patients ou les aides-soignants, comme je suis, euh, ont. En fait, ils ont une toute petite fraction de cette compréhension-là. Et ça, Bien on s'en rend sûr. compte seulement depuis quelques années. Bah, chacun a le regard qui correspond à son rôle en fait. Et la grande difficulté, c'est de partager ces regards et puis de pouvoir se mettre aussi dans la peau de l'autre. Ce que toi, tu as vécu finalement t'a permis d'avoir plusieurs rôles quelque part, de rencontrer un peu toute cette communauté justement autour de la santé. Et j'imagine que c'est un peu un fil conducteur. Maintenant, quand tu parles effectivement de process, de méthodes, d'outils, tu peux nous donner des exemples? C'est des plateformes, j'imagine, de la communication, des choses comme ça? Alors, on développe maintenant, parce que donc, l'équipe grandit et on recrute de plus en plus vite, de plus en plus de monde. Et donc, on développe entre autres ce qu'on appelle le Synergist University. Donc, tu as tout à fait raison, il y a des outils, euh, mais il y a énormément de compétences. Et donc, il y a euh, une manière d'engager la communauté. Alors d'abord les champions et puis la communauté au sens plus large. Il y a il y a un leadership très spécifique qui va être très différent du leadership qu'on développe dans les organisations qui ne sont pas dédiées à la collaboration, parce que nous, notre leadership, c'est un leadership communautaire, c'est un leadership d'engagement, et donc en fait l'idée, notre leadership fait les autres réussir et on ne se met pas nous en avant. Sur le synergiste, on se serait connu il y a 2-3 ans, ben, je n'aurais pas fait le podcast parce qu'on n'était pas encore prêt à communiquer sur le synergiste, on était en train de développer le modèle. Et donc l'idée vraiment, c'était de s'assurer que uniquement nos partenaires allaient pouvoir récolter les fruits du partenariat. Donc c'était dans notre approche quelque chose qui était assez important. Maintenant qu'on a un modèle, là on revient à notre objectif propre qui est de créer ce nouveau modèle de société collaboratif. Parce que oui, il y a moyen. Et non, la collaboration, c'est pas long, pénible et bureaucratique. Mais donc ça, il nous a fallu développer le modèle et que nous, on soit prêts parce qu'on a, un, réussi à le développer, deux, réussi à le répliquer. Et maintenant, on travaille sur vraiment cette idée de développer de manière exponentielle l'impact qu'on a. Donc, Bien sûr, de le déployer. Et puis, si ce n'est évidemment enfin, dans le domaine que tu évoques, mais puisque c'est une méthode, un outil, des principes de management, on aurait envie de voir ça beaucoup plus largement dans la société. Donc, on en parlera peut-être dans le dernier épisode. Restons peut-être sur les programmes. J'ai une question qui me vient en tête là. Est-ce que pendant le Covid, le synergiste a été sollicité, a participé à des recherches justement collaboratives? alors, énormément. Donc, notre plus gros projet aujourd'hui s'appelle Patient Focused Medicine Development. Donc, l'idée là, c'est de quelles sont les méthodes, les outils pour impliquer le patient, qui doit faire ça quand et comment.
Et donc, fatalement, quand on s'est retrouvé dans le moment du Covid, en fait, notre communauté active avant que le Covid arrive, c'est tous ceux qui développent les médicaments ou les potentiels vaccins, et c'est aussi les organisations de patients, qui représentent en fait les populations qui sont les plus fragiles par rapport au Covid, et qui se retrouvent confrontées, souvent elles sont mises au banc de la société, les autres problèmes de santé ont été complètement parqués, et ainsi de suite. Et donc notre communauté est hyper sensible au fait qu'à ce moment-là, c'est eux qui avaient les meilleures informations pour aider les décisions politiques sur base des données scientifiques. C'est ça qu'on avait, mais comment faire le lien entre cette décision, ces données scientifiques et les besoins de la population? C'est les organisations de patients qui avaient la meilleure représentation pour définir ces besoins. Toujours. Enfin, si on reprend le marketing, on va dire, c'est évidemment du terrain. Aller chercher les attentes du consommateur, aller chercher les attentes du patient. Mais la difficulté, on revient sur les intérêts. Les intérêts dont on a aussi parlé pendant le Covid, évidemment, d'organisations de santé qui, certes, sont là pour apporter des solutions de santé, mais en même temps luttent un peu entre elles aussi pour être le premier de la classe sur la mise en place du vaccin, de la solution. Donc là, il y a eu une convergence de plusieurs laboratoires sur cette question, ou c'est un laboratoire avec plusieurs associations de patients et autres? Alors ça a été un des apprentissages au Synergis, donc c'est vraiment important de jamais avoir uniquement, que ce soit laboratoire, organisation de patients ou régulateur, un seul représentant, parce que sinon du coup le côté collaboratif se retrouve orienté par un acteur de la société. Donc non, on avait vraiment évité, donc c'était le PFMD, ce Patient Focused Medicine Development. Je pense qu'aujourd'hui il doit y avoir pas loin de 20 membres qui sont des labos pharmaceutiques. Et donc pour eux, ça, c'est pas fréquent. Hein, non, ça c'est clair. De trouver un terrain pré-compétitif, c'est comme ça qu'ils décrivent cet aspect. Pré-compétitif. Pré-compétitif, sur lequel, en fait, travailler ensemble les rend plus performants dans le reste de leurs activités, parce qu'il y a un contexte qui est plus approprié au développement des médicaments. Et donc, typiquement, la raison d'être de PFMD, c'est que, c'est une anecdote assez rigolote, il y a ces conférences où chaque boîte pharmaceutique dit qu'ils sont patient-centric. Et il y a quelqu'un qui vient de stage et qui raconte sa petite histoire. Et puis, à la fin d'une de ces conférences, il y en a de trois boîtes différentes qui prennent un café et qui disent bon, on a raconté notre histoire, mais on est bien d'accord que c'est juste une anecdote. C'est pas systémique, c'est pas la réalité. Et donc, ils ont commencé à se poser la question de ce qu'ils pourraient faire. Et ce groupe de 3 personnes, ils se sont dit, on va inviter des patients tout de suite. Parce que c'est de ça qu'on parle. Si on veut être patient-centric, on ne va pas le faire sans les patients. Et puis, ce groupe est devenu un groupe de 12 personnes. Et puis, à un moment, ils ont développé une vision. Et ils avaient besoin de cette backbone organization. Donc, une fois qu'on a une vision, on est 12. Qui va amener ce projet à la vie, cette organisation à la vie? Et c'est là que le Synergis est rentré dans la boucle. Quelqu'un de neutre. Exactement. Neutre, sans but lucratif. Exactement. Donc pas attaché, vraiment concentré sur l'objectif de l'organisation qui n'est pas l'argent. Alors, j'allais en parler de l'argent. Comment est-ce que justement ça se finance? Comment ils se mettent d'accord, tous ces gens autour de la table, pour apporter aussi une contribution financière? Donc en fait, jusqu'à présent, on a utilisé la même règle, mais ça pourrait varier. Donc ce qui se passe, c'est que donc le Synergis dans son ensemble, on doit être à entre 30 et 40% de financement public avec des fonds européens. Enfin, il y a des appels à projets et on participe avec des projets. Mais tous ces projets, en fait, supportent nos activités du Synergis. Donc PFMD, par exemple, le Patient Engagement. Donc dans nos projets, en fait, ce sont des organisations indépendantes. PFMD est une organisation dont le synergiste est l'hôte, mais il y a son propre board, il y a son propre financement, rapport annuel, sa propre gouvernance. C'est vraiment une organisation en part entière. Et donc, il y a un accord de base qui est que tout le côté for profit qui est autour de la table,
lui, va contribuer et avec des fonds et de la contribution temps. Toutes les associations de patients, par exemple, ou le côté associatif de façon générale, lui va juste contribuer in kind. Je sais pas le mot en français ne me vient pas, mais donc c'est une contribution en temps et en expertise, mais pas en financement. Et donc c'est comme ça que l'équilibre se fait. On sépare complètement dans la gouvernance le financement de la décision. Donc il y a un board où il y a un minimum assuré de représentation des patients, il y a un maximum limitatif pour l'industrie. L'industrie ne peut jamais prendre le pouvoir, ce serait une des craintes qu'on a dans ce genre de projet. Et donc, dès le départ, le design de cette gouvernance, c'est vraiment assurer qu'on allait garder un équilibre des pouvoirs. Et en fait, sachant que les patients sont en général qui ont un peu moins de moyens, ça, on leur a donné plus de voix pour contrebalancer ça dans la gouvernance. Donc ça, c'est le... Et donc, j'insiste que le synergie, c'était là, mais j'avais les partenaires autour de la table. C'est pas... Bien sûr que si on n'a pas les bonnes personnes représentant de ces organisations-là, dans les mêmes organisations, je pourrais trouver des gens qui auraient plombé complètement le projet parce qu'ils n'ont pas la bonne mentalité ou la bonne approche. Exact, mais comme dans n'importe quelle organisation, on va dire, même plus simple, dès qu'il y a une personne qui peut être même jusqu'à devenir toxique, elle peut faire basculer totalement un équilibre. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure quelles sont aussi des méthodes, parce qu'on on parle de leadership, on parle de management, et donc il est précieux, évidemment, et indispensable de bien choisir les personnes qui sont autour de la table. J'imagine que la gouvernance, bien sûr, elle est encore plus importante, parce que là, si je comprends bien, c'est celle de l'association, donc elle préside, on va dire, à la gouvernance de tous les projets. Il n'y en a pas une par projet. Il y en a une par projet, donc chaque projet est une organisation en fait. Ok. Nous avons une organisation sur la santé maternelle, une organisation sur le patient engagement, une autre sur la médecine personnalisée. Quand on dit organisation, ce n'est pas un format associatif dans l'association. On est bien sur une seule association. Donc légalement, il y a une seule association qui est l'autre, d'autres organisations qui sont des consortiums. Donc c'est un format en fait bien connu sur Bruxelles au niveau légal. C'est un format, c'est une structure assez connue et à Bruxelles et à Washington, qui sont les endroits justement où il y a ces associations qui représentent souvent une industrie, un regroupement. Et donc ils n'ont pas besoin de créer une entité légale, mais par contre tout le reste fonctionne exactement comme une organisation. Donc, les gouvernances ne sont pas exactement les mêmes. On a des règles de base, mais les gouvernances sont pas exactement les mêmes parce que tout ça est soumis au vote et à la consultation dans chaque organisation, avec des membres propres. Fascinant. Et on est à combien de projets aujourd'hui ? En termes d'organisation, on est à 4. Et autour de ces organisations, alors là, il y a des projets. Donc, par exemple, pour aller chercher un financement européen, là, on est obligé de faire un projet lié à ces organisations. Et donc là, en termes de projets, on en va avoir une 12aine. Bravo. Donc, Eh bien, Nicolas, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon de Synergist. Merci beaucoup pour toutes ces présentations et ces espoirs, car là, je crois que tu éveilles, en tout cas en moi, ça c'est clair, mais je suis sûre aussi auprès des auditeurs, vraiment de l'espoir de contribuer à un grand changement de société, surtout en commençant plus par la santé. Donc, longue vie aux synergistes. Et pour nous, je te propose de se retrouver prochainement sur un autre épisode qui va concerner la Fondation. Avec plaisir, à très bientôt. À très bientôt, au revoir. Ce podcast est le récit de leurs explorations et de leurs épopées.